Allez, on est parti. Bon, c'est parti pour la 10e séance d'Asymposium. Donc pour les nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux ce soir, j'ai l'impression. Donc Asymposium, c'est un cycle de conférences de vulgarisation scientifique où à chaque fois le but c'est d'aborder un thème qui touche aux sciences, soit aux maths, soit à la physique, et de le raconter. De raconter toute une histoire autour de ce thème pour essayer de éclairer un petit peu sur la science, donner goût aussi à ces sujets scientifiques en parlant de manière peut-être un peu moins abstraite de ce qu'on a pu les uns et les autres entendre à l'école. La science en général, quand on entend parler, des fois ça peut être un peu calculatoire, un peu abstrait. Donc là, le but c'est vraiment de vulgariser ces sujets. Et donc on est passé de Marie Curie aux probabilités avec la persévérance en passant par le nombre d'or. Et ce soir, le sujet c'est celui de la sérendipité. Alors, en fait, je vous remercie d'autant plus ce soir, parce que franchement, quand je vois le titre, je me demande bien pourquoi vous êtes tous venus. Hein. Franchement. Ce qui conduit, et d'ailleurs, je vais vous raconter un truc, c'est que ces 3 dernières semaines, quand je discutais d'Asymposium à droite à gauche, en fait, le scénario c'était ça. C'était ah ouais, donc c'est quoi ton truc là? Ouais, bon, des conférences vulgarisées autour de la science, donc le but c'est de raconter une histoire, etc. Ok, super. Et la prochaine, c'est sur quoi? Sur la sérendipité. Ah! Eh ouais, réaction normale. Et en fait, cette personne-là, on est d'accord, jamais elle vient. C'est impossible. Et c'est une réaction complètement normale parce que quand on vient de vous expliquer que faut pas avoir peur, que c'est des sciences vulgarisées, etc., et que on sort ça, qui est un mot incontestablement barbare, incompréhensible par personne, c'est vrai que ça aide pas. Donc, en général, capacité d'adaptation, on change de stratégie. Donc, au bout d'une semaine, j'en avais un peu marre de voir la mine des gens se déconfire quand je parlais du mot sérendipité. Donc, le deuxième scénario, c'était celui-là. Ouais, donc vulgarisation scientifique. Hein. Ah, super. Et la prochaine, c'est sur quoi? La sérendipité. Mais t'inquiète pas, c'est juste le concept juste de faire des découvertes scientifiques au hasard, de manière un peu fortuite, sans vraiment les chercher. Ah ouais, d'accord. Bon, sauf qu'en fait, la première impression est toujours celle qui persiste. Donc, pas sûr que ça ait fait mouche. Alors, c'est simple d'ailleurs à savoir, c'est si quelqu'un se reconnaît dans ce scénario ici, c'est que ça a marché. Sinon, si personne ne se reconnaît, c'est que vraisemblablement tous ceux avec qui j'ai eu cette conversation ne sont pas là ce soir. Donc c'est un bon test. Alors, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui cloche? Vraisemblablement, c'est le titre qui cloche. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un peu sur Internet les caractéristiques d'un bon titre. Quelles sont les caractéristiques d'un bon titre? Bon. Alors les 3 caractéristiques d'un bon titre, vous allez voir que ce soir, pas mal de choses vont aller par 3. Première caractéristique, c'est qu'il doit être clair, facilement compréhensible. Ok? Bon, ça c'est pas acquis. Deuxième caractéristique, c'est qu'il doit faire directement appel à l'imaginaire de la personne qui le lit et donc s'identifier, s'associer clairement à quelque chose dans son cerveau dès le départ. Ok, toujours pas. Troisième critère, il doit être intriguant. Ah, voilà. Alors le problème, c'est que quand on mise tout sur un seul des 3 critères, vous savez, un tabouret à un pied, ça tient pas longtemps. Voilà, bon, c'est un peu la même chose. Mais donc, je vous remercie beaucoup de ne pas avoir tenu rigueur de cette incapacité et cette nullité en marketing et d'être venu quand même. Mais finalement, dans la dernière semaine, je me suis quand même rappelé de quelque chose, un conseil qu'on m'avait donné une fois, quelqu'un que je connais très bien qui m'avait dit tu sais, Benjamin, quand tu as un concept un peu flou, un peu nébuleux, un peu abstrait et que tu veux le rendre plus clair, le plus simple, c'est toujours de prendre un exemple. Un exemple, ça illustre 1000 fois mieux que des centaines d'explications théoriques. Donc, fort de ce conseil-là, j'ai essayé de corriger le tir et de rentrer dans un 3e scénario, qui était celui-là. Oui, donc Asymposium, vulgarisation, scientifique, hein. Ah, super. Et la prochaine, c'est sur quoi? C'est sur la tarte tatin. Et là... Ah, ok, cool. Donc voilà, la tarte tatin, pourquoi la tarte tatin, ce succulent dessert que nous connaissons tous je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire de la tarte tatin, mais la tarte tatin, à la base, c'est l'histoire d'un raté, en fait. On revient à la fin du 19e siècle, à La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, territoire de chasse par excellence, un dimanche d'ouverture de la chasse où, dans l'hôtel des sœurs Tatin, Caroline et Stéphanie Tatin, il y avait beaucoup de grabuges, voilà, tous les chasseurs étaient venus là pour célébrer l'ouverture de la chasse, et Caroline et Stéphanie s'affairaient en cuisine pour préparer tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, dans la soirée, c'est Stéphanie Tatin qui va, dans la précipitation, enfourner le dessert, qui était une tarte aux pommes,
mais sans prendre la peine de mettre la pâte dans le moule. Et donc, elle enfourne que les pommes. Et elle s'en rend compte à mi-cuisson et elle se dit « Punaise, mince, j'ai enfourné ma tarte là et il n'y a pas la pâte. » Et elle a décidé de dire « Bon, ben, tu sais quoi, je vais la rajouter par-dessus. » Hop, elle a rajouté sa pâte et donc, au moment de la démouler, elle a retourné et ça a donné la tarte tatin. Et là, je vais vous lire un extrait de ce qui est paru peu de temps après dans le quotidien Le Journal à l'époque, le journal du 18 décembre 1899. Le diapason monte, éclate, emplit la salle claire, jusqu'au moment où, au milieu de la joie générale et l'émoi des estomacs satisfaits, mais non rassasiés, apparaît, au bout des doigts de la servante, la tarte de mademoiselle Tatin. La Bourgogne a circulé, les cervelles sont légères et les âmes communicatives. Un cri de satisfaction part de toutes les poitrines. Une joie des yeux va au-devant de la galette triomphale. Elle est découpée, servie, avalée. Donc, grand succès d'emblée pour la tarte tatin. Et donc cette tarte tatin, c'est un peu celle qui va nous guider tout au long de cette conférence. C'est pour l'instant l'image que vous aurez associée au mot sérendipité. Et vous allez voir qu'on va voir une pléiade d'autres exemples. Mais que celui-là, au moins, moi, m'a permis de corriger un peu le tir et sur la dernière semaine d'être peut-être un peu plus persuasif. Et si ce n'est pas le cas, au moins d'apprendre de mes erreurs, puisque le titre, en fait, aurait dû être celui-là. Tarte tatin, quand tu nous tiens. Bon, très bien. Celui-là, effectivement, il coche les 3 critères. Hein. C'est clair. Ça s'associe directement à une partie de l'imaginaire. Et bon, c'est quand même intriguant, on est d'accord. Hein, comment quelqu'un va parler pendant une heure de tarte tatin. Bon, maintenant, pourquoi sérendipité ? Ce mot barbare, parce que là, on a compris. Ok, bon, tu nous as dit, c'est simple, c'est associé à la tarte tatin. Donc pourquoi est-ce qu'on dit sérendipité, pas tartatinité, par exemple ? Ça aurait été quand même vachement plus clair. Bon, eh bien, on va remonter un petit peu aux origines de ce terme de sérendipité, mais avant de remonter aux origines, enfin plutôt pour remonter aux origines, j'ai besoin de vous raconter une petite histoire. Les 3 fils du roi d'une lointaine contrée orientale refusèrent, après une solide éducation, de succéder à leur père. Le roi, alors, les expulsa. Ils partirent à pied pour voir des pays différents et bien des choses merveilleuses dans le monde. Un jour, ils passèrent sur les traces d'un chameau. L'aîné observa que l'herbe à gauche de la trace était broutée, mais que l'herbe de l'autre côté ne l'était pas. Il en conclut que le chameau ne voyait pas de l'œil droit. Le cadet remarqua sur le bord gauche du chemin des morceaux d'herbe mâchés de la taille d'une dent de chameau. Il reconnut alors que le chameau aurait perdu une dent. Du fait que les traces de pied du chameau étaient moins marquées dans le sol, le Benjamin inféra que le chameau boitait. Les 3 frères rencontrèrent ensuite un conducteur de chameau qui avait perdu son animal. Comme ils avaient déjà relevé beaucoup d'indices, ils lancèrent comme boutade au chamelier qu'ils avaient vu son chameau, et pour crédibiliser leur blague, ils énumérèrent les 7 signes qui caractérisaient le chameau. Les caractéristiques s'avérèrent toutes justes. Accusés de vol, les 3 frères furent jetés en prison. Ce ne fut qu'après que le chameau fut retrouvé sain et sauf par un villageois et qu'ils furent libérés. Eh bien, pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que le roi, je vous ai dit le roi d'une lointaine contrée orientale, ce roi-là, il s'appelle le roi de Sérendip. Sérendip étant un mot qui vient, qu'un adjectif en fait, enfin non, un substantif qui est dérivé du pays, le Sri Lanka, voilà, qui est relatif au Sri Lanka. Et donc ça, c'est un conte oriental d'un poète persan, et c'est de là que vient le mot sérendipité. Et celui qui l'a introduit en premier, c'est lui, Horace Walpole, qui en 1754, alors qu'il est en train de fouiller quelques archives, il rencontre par hasard, dans un livre, il est attiré par le blason d'une famille vénitienne très connue à l'époque, qui est la famille Capello. Et le blason de la famille Capello, c'est celui-là. Et alors là, Horace Walpole, il est estomaqué, hein, comme vous, j'imagine, parce qu'il se rend compte qu'ici, sur le blason de la famille Capello, il y a des fleurs de lys. Et plus que des fleurs de lys, ici, il y a carrément le blason de la famille de Médicis. Donc Médicis, la famille de Médicis, qui a donné les fameuses reines de France, Catherine et Marie de Médicis. Et donc là, bon, ce que se dit Horace Walpole, c'est que il découvre par ça qu'il y avait une alliance entre les familles Capello et Médicis. Et il découvre ça par hasard. Je vous laisse digérer l'information là. Les familles Capello et Médicis avaient un lien. C'est incroyable, on est d'accord, premier scoop de la soirée. Hein. Franchement, j'espère que vous êtes aussi surpris que Horace Walpole, parce que Horace Walpole, lui, ça lui a refait sa journée. Il a directement pris son crayon, il a écrit une lettre à son ami, j'ai oublié son nom, à son ami Horace Mann, qui était un diplomate du roi George II. Et donc il lui dit, écoute, je me suis aperçu qu'il y avait un lien entre les familles Capello et Médicis, et il appelle ça, en référence au conte qu'il a lu, Serendipity.
Et serendipity, il le définit comme le fruit d'une sagacité accidentelle. Ok. Bon, ensuite, donc ça c'est vraiment la première occurrence de ce mot qui est finalement pas si ancienne, 1754. Ensuite, ce mot-là, il va être réutilisé, mais ce n'est qu'en 1983 qu'il va vraiment être introduit dans le monde francophone. Et il va être introduit dans le monde francophone par Jean-Jacques. Jean, c'est son prénom, et Jacques, c'est son nom de famille. D'accord ? Oui, alors des fois, c'est vrai qu'on se creuse la tête pour trouver une blague bien sentie, etc. Et puis des fois, vous lisez une archive, et d'un coup, il y a un gars qui s'appelle Jean-Jacques. Donc là, là, c'est tout cuit. Là, il n'y a plus qu'à récupérer. Et puis là, la blague est toute trouvée, la perche est tendue, c'est bon. Et ça a été ensuite popularisé par Daniel Boursier et Peg Van Andel, qui disent que la sérendipité ne commence pas par une savante hypothèse ou avec un plan déterminé, elle n'est pas due seulement à un accident ou au hasard, mais les milliers de grandes et petites innovations qui ont jalonné l'histoire de l'humanité ont un élément commun, elles n'ont pu se transmettre que parce qu'un observateur, un expérimentateur, un artiste, un chercheur, à un certain moment, ont su tirer profit de circonstances imprévues. Bon, ce que ça veut dire, cette définition, c'est que finalement, la sérendipité, ce n'est pas un concept on-off. C'est pas soit je fais une découverte vraiment par hasard, c'est de la sérendipité, soit je fais une découverte que j'avais prévue, où j'ai suivi un plan déterminé, et donc il n'y a pas du tout de sérendipité. En fait, la sérendipité, c'est un continuum. C'est un axe qui va du plan déterminé, où tout s'est déroulé comme prévu pour arriver à une découverte, au hasard total. Et au milieu, vous avez toutes les nuances de sérendipité, des nuances plus sombres où on est plus proche du hasard, des nuances plus claires où on est plus proche du plan déterminé. Alors, même si on veut être rigoureux d'ailleurs, quand on parle de sérendipité, c'est qu'on est sur le demi-axe plus proche du hasard total. Parce que si on est plus proche du plan déterminé, en général, l'exemple que je vais présenter comme étant un exemple de sérendipité ne va pas être très convaincant. Donc, voilà. Donc, pour résumer, la sérendipité, on a compris que c'était quand on partait dans une direction en recherche, et puis finalement que les circonstances nous emmenaient dans une toute autre direction pour finalement qu'on aboutisse sur une découverte qui sera faite accidentellement, fortuitement. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Mais je vais suivre le conseil que j'ai donné au tout départ, passer aux exemples, qui seront de toute façon beaucoup plus clairs que n'importe quelle longue explication. Alors, premier exemple, nous allons remonter au milieu du XVe siècle. Au milieu du XVe siècle, nous allons nous intéresser à un fameux navigateur et commerçant génois du nom de Christophe Colomb. Cristoforo Colombo en italien, Cristóbal Colón en espagnol. Et donc ce Christophe Colomb, lui, alors qu'à cette époque-là, tous les navigateurs s'affairaient pour essayer de découvrir des nouvelles routes pour aller dans les Indes, en passant par le cap de Bonne-Espérance, etc., par l'Est, Christophe Colomb, lui, il dit « Non, moi j'ai envie d'aller de l'autre côté, pour aller dans les Indes. J'ai envie d'aller de l'autre côté. » Il va présenter son projet au roi du Portugal, Jean II, qui en 1484 va lui dire non. Ensuite, il va émigrer en Espagne, et en Espagne, il va faire la demande, va déposer son projet pour partir vers l'ouest pour aller sur la route des Indes en 1486. Mais comme c'est une période assez instable et que l'Espagne doit d'abord achever la Reconquista, il ne partira qu'après la prise de Grenade, donc en 1492. Il va partir en août, à la fin de l'été 1492, et après 2 mois de voyage, il finit par arriver sur l'île de San Salvador, dans les actuelles Bahamas. Et alors là, il est parti avec 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Et après être arrivé sur cette île de San Salvador, il va parcourir un petit peu la mer des Caraïbes, et il va arriver sur l'île d'Hispaniola, qui est la découverte la plus fameuse que Christophe Colomb a faite. Et puis après, la suite de l'histoire, évidemment, elle est triste, parce que non seulement pour les déboires qui sont arrivés à la population locale, qui ont été réduits en esclavage pour la majorité, et puis massacrés par pas mal de virus qui ont amené aussi les Européens dans les bateaux, de leur côté, ça n'a pas été heureux. Et puis du côté de Christophe Colomb, en fait, paradoxalement, ça n'a pas été très heureux non plus, puisqu'il est reparti en Espagne à la fin 1493, puis ensuite il est revenu pour être gouverneur de cette île d'Hispaniola. Et cette île d'Hispaniola, il se trouve que Christophe Colomb était meilleur navigateur qu'il n'était gouverneur, et donc c'était un bazar pas possible. Et donc finalement, Christophe Colomb, il y a un émissaire du royaume d'Espagne qui est arrivé pour l'arrêter en 1500, et pour lui dire qu'il était mis aux arrêts, et ils l'ont enchaîné, et il est revenu en Espagne dans la cale d'un navire enchaîné quand même, Christophe Colomb. Ce qui était difficile à imaginer quand il est revenu la première fois avec toute la gloire qui lui revenait. Et finalement, Christophe Colomb il est tombé assez malade par la suite,
et il est mort en 1506, et il est mort en croyant toujours qu'il avait découvert les Indes, qu'il avait découvert une nouvelle route pour aller aux Indes, et qu'en fait, les îles qu'il avait découvertes étaient dans l'archipel du Japon. Hein, voilà. Donc Christophe Colomb, eh ben, il a eu cette sérendipité en sa faveur, en fait, qui a joué en sa faveur, mais il n'a pas su la reconnaître. C'est-à-dire que dans sa tête, il a fait une découverte d'une nouvelle route, mais pas d'un nouveau continent. Et le continent s'appelle l'Amérique, en référence à Amerigo Vespucci, qui lui est le premier à avoir utilisé ce terme de nouveau monde et en fait à avoir compris que ce qui avait été découvert, c'était un nouveau continent et pas juste une nouvelle partie des Indes. Voilà. Bon alors, si on revient à notre axe là, on peut se dire, ouais, ok, il a découvert donc, l'Amérique, Christophe Colomb, mais il y avait quand même un plan qui était de découvrir quelque chose. Parce que quand vous partez à l'inverse de tous les autres navigateurs pour aller dans un océan inconnu, vous vous attendez plus ou moins à tomber sur une terre inconnue, en fait. Donc, au niveau sérendipité, en termes de hasard, c'est pas non plus du hasard total. En partant à l'aventure, il s'exposait à faire ce genre de découverte. Donc, qu'est-ce que ça donne si on augmente un petit peu d'un cran le niveau de hasard et donc on se rapproche un peu plus de la sérendipité à l'état pur? Deuxième exemple, alors, c'est l'exemple d'un paysan grec. On est un peu plus tard, là, on fait un petit bond dans le temps, on arrive en 1820 et on est sur l'île de Milos, dans les Cyclades. Et vous avez un paysan grec, alors malheureusement ce paysan grec, son nom n'est pas resté à la postérité, donc je ne sais pas comment on peut l'appeler, on va l'appeler Salakis. Voilà. Donc Salakis, un paysan grec, et Salakis en fait il faisait son grand ménage de printemps, et ce qu'il remarque Salakis c'est que pendant l'hiver, les haies entre son champ et le champ de son voisin ont été un peu détériorées et donc il cherche un moyen de bien marquer la délimitation. Donc il se dit, ah bah tiens, je vais construire un mur en pierre sèche. Vous savez pas où je vais là, hein. Et donc il va construire un mur en pierre sèche et il va aller chercher pour ça plein de pierres, un peu aux quatre coins de son terrain, pour construire ce mur. Et puis à un moment donné, bon, il porte des pierres, il les ramène, il construit son mur, et puis d'un coup, bah, il tombe sur ça. La Vénus de Milo. Et ouais, c'est l'histoire de la Vénus de Milo, c'est Salakis en fait. C'est Salakis qui cherchait des pierres pour faire son mur et qui est tombé sur la Vénus de Milo. La Vénus de Milo, pour l'anecdote, donc une statue très célèbre qui a été faite entre 130 et 150 avant Jésus-Christ. Donc se pose bien énormément de questions après sur la représentation qui a été faite, puisque comme il lui manque les bras, il manque une partie de la statue. Voilà, il y a des théories sur la scène relative à Vénus que représentait cette statue. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, Salakis, il a fait cette découverte à un moment où il y avait deux navires français, l'Estafette et la Lionne, qui s'appelait l'Estafette et la Lionne, sur l'île de Milos. Et donc là, il y a un des capitaines des deux navires, qui s'appelle, non c'est même pas un capitaine, c'est un aspirant, qui s'appelle Olivier Voutier, donc lui pour le coup son nom est resté, hein, qui lui a dit à tous les autres qu'il était en partie responsable de la découverte, qu'il avait aidé à la découverte. Et donc là, tout le monde sur le navire commence à se dire mais génial, on va ramener ça en France, etc. Donc des communications commencent à s'établir avec l'Académie des sciences et le musée du Louvre, etc. pour essayer de savoir comment est-ce qu'on pouvait la récupérer et qui avait la propriété finalement de cette Vénus de Milo. Puis pendant ce temps-là, vous avez Salakis qui a Vénus de Milo sur sa cheminée, quoi. Voilà. Et alors Salakis, il perd pas le nord, hein, parce que finalement, avec son sens du commerce hors pair, il va vendre la Vénus de Milo à un drogman religieux qui s'appelle Vergui, et il va lui vendre 718 piastres. Piastres, voilà, j'allais dire drachmes, mais non, c'est piastres. 718 piastres, alors j'ai pas trouvé de très bon équivalent avec l'inflation, etc. en euros aujourd'hui, mais enfin, on serait autour de 5 euros, quoi. D'où le sens du commerce hors pair, quand même, hein. Vénus de Milo pour 5 euros, c'est pas mal. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque Monsieur de Marcellus, qui est donc un noble français qui apprend tout ça, il va venir essayer de négocier à l'île de Milos avec ce fameux Vergui pour lui dire écoute, moi je te la rachète, j'aimerais bien avoir cette statue, etc. Et puis comme Vergui ne se laisse pas convaincre, il va faire appel aux dignitaires de l'île. Et il va leur dire est-ce que vous pouvez forcer ce gars, s'il vous plaît, à me revendre la Vénus de Milo au nom du royaume de France. Bon là ça marche un peu mieux tout de suite. Et finalement, Vergui va accepter de la céder pour 836 roubles. Là aussi, on a un bon commerçant, hein. Grosse marge de moins d'1 euro hein, en équivalent actuel sur la revente de la Vénus de Milo. Et donc finalement, Monsieur de Marcellus va la transmettre à un autre noble qui s'appelle Monsieur de Rivière, qui va la ramener, cette statue, à Louis XVIII. Et Louis XVIII, en gros, sa réaction, hein, ça, je vous la refais vite fait, ça doit donner à peu près ça. Ah ouais, sympa, mettez-la au Louvre. Voilà. Et il n'est jamais allé la voir, cette statue.
Donc ok, là encore, on a un bon visionnaire. Donc voilà l'histoire de la Vénus de Milo. Et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que le seul nom qui n'est pas resté à la postérité, bah, c'est celui de Salakis, quoi, qui en plus a été associé à une vulgaire marque de fromage. Ouais, je vais finir par me prendre des procès avec tout ça. Salakis, j'adore la feta en plus. Vraiment, c'est pas méchant. Ok, donc le deuxième exemple, on le met sur notre axe. Là, pour le coup, bon, il y avait un plan déterminé qui était de construire un mur. Par contre, de faire une grande découverte sur la Grèce antique, moins. Donc on pourrait dire que le hasard, il est encore poussé un peu plus loin, hein, c'est encore plus fortuit, mais il y avait quand même un plan. Ah ouais, Salakis, il voulait quand même construire son mur, donc voilà, il a fait les choses pour une bonne raison. Alors qu'est-ce que ça donne si on va encore plus loin? Bon, ben allons encore plus loin. On va refaire un petit bond dans le temps, cette fois-ci nous sommes en 1940. Et nous sommes dans le Périgord. Qui a deviné ce dont je vais parler? Ouais. Donc, on est dans le Périgord et 4 adolescents, dont un qui s'appelle Marcel Ravina, vont faire une balade avec un chien, donc le chien de Marcel Ravina, qui s'appelle Robot. Et puis, d'un coup, il y a un lapin qui traverse le chemin, et Robot va suivre le lapin, va lui courir après, et le lapin va aller se réfugier dans un trou qui est formé par un arbre qui a été déraciné. Et donc le lapin va dans ce trou-là, le chien le suit, et Marcel Ravina qui court derrière pour aller chercher tout ce petit monde. Et donc, il arrive dans le trou, et là il voit quoi? Il voit que le chien est toujours là, mais par contre que le lapin a disparu, et qu'il y a une espèce de petit trou de 20 cm de diamètre qui donne sur une cavité. Et donc là, avec ses copains, ils vont essayer d'élargir un peu cette cavité pour essayer d'y aller. Le lapin, l'histoire ne dit pas ce qu'il est devenu. Et donc ensuite, ils se sont dit, mais attends, parce qu'ils étaient juste à côté du château de Lascaux, donc, et ils se sont dit, mais c'est peut-être une galerie secrète de l'époque, etc. Et donc ils se sont dit, on va aller essayer de la parcourir. Ça se trouve, on va trouver un trésor. Ils y sont allés, et là, ils tombent là-dessus. Ils tombent là-dessus, donc c'est peut-être pas le trésor qu'ils espéraient trouver, mais en attendant, ils sont quand même suffisamment lucides pour se rendre compte que ça, c'est assez exceptionnel, et donc ils décident de directement aller en parler à leur professeur, et leur professeur qui s'appelle Léon Laval, et donc lui qui va venir voir ces peintures, et qui va appeler un spécialiste, un paléontologue, qui va revenir. C'est le premier spécialiste à être arrivé dans la grotte de Lascaux, toujours en 1940, et il va dater ça de entre 150 000 et 180 000 ans avant notre ère. Donc c'est le Magdalénien supérieur. Et la découverte de Lascaux, le pire, c'est qu'elle est passée assez inaperçue, parce que c'était en pleine guerre. Hein. Et donc finalement, c'est qu'en 1948 qu'elle va être ouverte aux touristes et qu'elle va susciter un engouement considérable, jusqu'en 1963, où elle va être finalement fermée aux visiteurs, parce que c'était trop risqué pour la détérioration des peintures et du lieu en général. Et donc maintenant, c'est la réplique Lascaux 2, voire Lascaux 3, je ne sais plus où on en est d'ailleurs, mais voilà, qui sont ouvertes au public aujourd'hui. Donc, encore une fois, petite morale de l'histoire, c'est que, encore une fois, le seul qui n'a pas son nom à la postérité, c'est le lapin, alors que c'est quand même lui à la base qui a découvert. Et puis, deuxième partie de la morale, c'est dresser vos animaux, mais pas trop, quoi. Parce que des fois, ça peut être utile. Donc là, effectivement, on est quand même plus loin encore. Là, on est quand même vraiment proche de la sérendipité à l'état pur, hein, parce que là, il n'y avait pas de plan. Le plan, c'était aller balader le chien, quoi. Donc à ce stade, à moins que ce soit un plan pour vous, mais bon, globalement, on est quand même beaucoup plus proche du hasard total que du plan déterminé. Donc là, on s'approche petit à petit de cette sérendipité. Et des exemples comme ça, évidemment, il y en a énormément. Je pourrais en donner, je pourrais parler de, par exemple, le Roquefort. Hein, le Roquefort, je cite un berger aveyronnais qui passait plus de temps à courir après les filles qu'à s'occuper de ses brebis. Et donc, il avait oublié son casse-croûte dans sa cabane avec du lait caillé et du pain. Et quand il est revenu, Penicillium roqueforti, la bactérie, le champignon s'était déposé et ça donnait ça. C'était au XIe siècle. Mais j'en parlerai pas. Je parlerai pas non plus du post-it. Le post-it qui à la base a été créé parce que le but c'était de chercher une colle ultra puissante et ils sont tombés sur la colle la moins puissante du monde, mais qui est quand même utile pour faire tenir une feuille de papier de manière temporaire sur un mur. D'où le post-it, mais j'en parlerai pas. Et pareil, je parlerai pas du Nutella, hein, où Pietro Ferrero a eu l'idée de, quand il y avait une pénurie de fèves de cacao à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le Piémont italien, de remplacer une partie du chocolat par des noisettes, en s'inspirant de ce qui avait été fait à l'époque sous Napoléon, quand il y avait eu un blocus sur les produits anglais. Et donc il y avait eu pareil, une pénurie de fèves de cacao, et c'est à cette époque-là qu'il y avait eu découverte de la gianduja, qui est en fait la base du Nutella. Et ça a donné ça qu'on connaît tous aujourd'hui. Et
Heureusement que j'en parle pas, parce que sinon je devrais vous donner le montant du chèque que j'ai reçu de la part du Nutella pour en parler. Donc j'en parlerai pas. Et évidemment, ces découvertes, on peut aussi les placer. Bon, je les ai placées de manière un peu arbitraire, hein, mais tout ça pour dire qu'on a compris l'esprit, on a compris ce que c'était la sérendipité, et on a compris qu'on pourrait multiplier les exemples comme ça très longtemps. Par contre, vous êtes sûrement d'accord avec moi pour dire que pour l'instant, il y a quand même une grande absente dans la soirée. Ouais, parce que c'était quand même le concept à la base, hein. À Symposium, c'était vulgarisation scientifique. Et là, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup parlé de science. Bon, à moins qu'on considère que remplacer des noisettes, des fèves de cacao par des noisettes soit une expérience en soi, mais bon, je ne suis pas sûr que vous soyez hyper persuadé par ça. Et puis, de toute façon, pour ceux qui commencent à me connaître, vous savez bien que s'il n'y a pas au moins une équation dans la conférence, je dors mal ce soir. Donc, il va y en avoir. Non, là, c'est une illustration. Vous allez voir, ça arrive. Et en fait, rien d'étonnant à ce qu'on aborde sur le thème de la sérendipité et donc de la découverte le champ des sciences. Parce qu'en fait, qu'est-ce que la science sinon des découvertes? Finalement, une découverte nous amène un élément supplémentaire de compréhension du monde et ce qu'on appelle la science, ou plutôt le consensus scientifique pour être précis, c'est une photo à un instant T de notre compréhension du monde. C'est ce qu'on comprend du monde à un instant T. Ça, c'est la science, c'est le consensus scientifique. Et il y a d'ailleurs un mathématicien qui s'appelle John Conway qui a dit « En science, on n'invente pas, on découvre ». Et j'avoue que je souscris assez à cette vision qui est un petit peu à l'opposé de la vision constructiviste où on dit qu'en fait, tout ce qu'on fait en science, ça vient de l'esprit humain et donc que finalement, on ne puise pas grand-chose dans le réel. C'est que tout ça et tout cela sont des théories construites. John Conway, lui disait qu'en fait, les idées étaient plutôt des choses qui flottaient dans la nature au-dessus de nos têtes et puis que d'un coup, on arrivait à les intercepter et donc les découvrir. D'où la notion de découverte en science. Mais, donc là, on va voir, vous allez voir, on va arriver dans le champ scientifique et on va voir quelques exemples également. Mais il y a une question absolument cruciale qu'il faut que vous gardiez en tête, vraiment cruciale, j'insiste, hein. C'est, est-ce que l'une des histoires scientifiques donc, que je m'apprête à raconter saura détrôner la tarte à thym? Eh ouais. Je me suis beaucoup amusé. Quand j'ai fait ce montage, là, photo, vraiment, j'ai eu un fou rire de 3 minutes. Je vous jure, j'arrive pas à m'arrêter. Hein, donc voilà. Voilà. J'ai tapé fauteuil, tout le monde veut prendre sa place, tac, tac, et hop. Voilà. Bon, ben, croyez-le ou non, c'est possible. Il se peut que certaines des histoires détrônent la tarte tatin de son fauteuil de champion incontesté. Et la première histoire que je vais vous raconter, et c'est l'histoire principale en fait, parce qu'au départ, je voulais multiplier davantage les exemples, mais finalement, je pense que y a des exemples qui sont suffisamment intéressants pour qu'on s'y attarde en détail, et cette histoire-là, c'est l'histoire de la découverte d'une planète. Alors, en 1781, vous avez un musicien étonnant du nom de William Herschel qui va observer, qui est aussi astronome amateur à ses heures perdues, qui va observer pour la première fois la planète qui est... Non. Uranus. Uranus. Alors là, comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, donc il va y avoir d'abord des recherches sur ce qu'est Uranus, des nouvelles observations, et puis identifier Uranus comme vraiment une planète, parce qu'il y a toujours la question de est-ce que c'est une étoile, est-ce que c'est une comète? Quand on identifie un nouvel objet céleste, il faut statuer là-dessus. Et donc finalement, c'est en 1783 que le même William Herschel se rend compte que c'est une planète. Comment il s'en rend compte? C'est assez simple, c'est que en fait, son orbite est beaucoup plus circulaire que elliptique. Enfin, toutes les orbites sont elliptiques, mais si vous voulez, les comètes ont des orbites beaucoup plus longues, allongées, et les planètes des orbites beaucoup plus proches d'une trajectoire circulaire. Et donc, il voit à sa trajectoire que ça a l'air quand même d'être une planète, et c'est avéré ensuite. Alors, il y a toujours les discussions éternelles autour de quel nom est-ce qu'on va donner à la découverte. Donc, lui, à la base, ce qu'il veut faire, c'est donner un nom en référence à son mécène principal, qui est le roi George II à l'époque. Et donc, il veut l'appeler Georgium, la planète. Mais finalement, il y a un autre astronome du nom de Johann Bode qui lui va dire « Non, je préfère qu'on l'appelle Ouranos », donc du nom du dieu grec Ouranos, donc Uranus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, quand vous regardez le système solaire, à partir de Mars, chaque planète, c'est le père de la planète, c'est le nom du père de la planète précédente. Donc Mars est le fils de Jupiter, qui est le fils de Saturne, qui est le fils d'Uranos. Okay, et donc, ça lui semblait logique de nommer cette planète Uranus. Et elle a donc été appelée Uranus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque une fois qu'on fait une découverte, donc on identifie un nouvel objet qu'on ne connaissait pas, on va chercher à le connaître. Hein, c'est ce qui fait la différence entre
une description et une véritable connaissance. On va essayer d'approfondir cet objet-là, de détourer ses caractéristiques et d'étudier en profondeur voilà, ce qu'il en est de cette planète qui est donc Uranus. Et en particulier, ce qui va intéresser les scientifiques à l'époque, ça va être sa trajectoire. Et il y a un certain Alexis Bouvard qui, de 1783 à la découverte d'Uranus, et même avant, parce qu'il y a eu des observations faites sans savoir que c'était Uranus, va à chaque fois regarder la trajectoire, la position d'Uranus dans le ciel et l'écart à la trajectoire prévue. Et il va renseigner ça, ça s'appelle l'organisme dans lequel est Alexis Bouvard, c'est le Bureau des longitudes, qui fait ça avec un peu toutes les planètes. Et donc il va à chaque fois dire, ok, en telle année, Uranus elle était à telle position, et donc en écart par rapport à ce qui était théoriquement prévu de la trajectoire, eh ben, il y a tant d'écart. Donc là, plus 98 minutes et 7 secondes. Et à chaque fois, d'arc, hein, voilà, les minutes et les secondes, c'est des mesures d'arc, de cercle. Et donc à chaque fois, il va renseigner ces écarts-là. Et ces écarts, ils sont suffisamment significatifs pour être préoccupants. Ce n'est pas des écarts où on se dit oh bah non mais ça c'est juste le calcul qui n'est pas suffisamment précis ou l'observation où on a perdu un chiffre en route ou voilà. C'est des écarts qui vraiment posent question. Donc là normalement ce que vous vous dites mais comment est-ce qu'on peut prédire la trajectoire théorique? On parle d'écart entre la trajectoire réelle et la trajectoire théorique. Mais c'est quoi au juste cette trajectoire théorique? Hop, c'est bon. Donc, la trajectoire théorique, n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur des équations. Hein. Je le dis à chaque fois, mais une équation, c'est juste une représentation symbolique d'une réalité qui est souvent très simple à comprendre. Donc ici, c'est la loi de la gravitation universelle qui a été produite par Newton en 1687, et c'est avec cette loi que sont faits tous les calculs de trajectoire planétaire. Ce que vous dit cette loi, c'est simplement que la force appliquée par un objet A sur un objet B, c'est égal à la force qui est appliquée par l'objet B sur l'objet A. Okay, donc c'est ce qu'on appelle l'action-réaction. Et cette force-là, elle est égale à une constante G, c'est la constante universelle de la gravitation. Bon, voilà, ça vaut 6,61, 10 puissance moins je ne sais plus combien d'ailleurs. Et ensuite, vous avez la multiplication de la masse de l'objet A par la masse de l'objet B, divisé par la distance entre ces deux objets au carré. Donc en gros, le truc à retenir, c'est qu'on multiplie les deux masses et on divise par la distance au carré. Ça veut dire quoi la distance au carré? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous, par exemple, les objets, vous les éloignez, vous augmentez la distance vous la doublez en fait, vous doublez la distance qu'il y a entre deux objets, eh ben, l'interaction gravitationnelle va être divisée par 4. Et au fur et à mesure que vous éloignez, ça va augmenter très très vite. Donc en gros, la gravité, la force de gravitation s'atténue beaucoup au fur et à mesure qu'on augmente la distance. Okay, voilà. Tout ça pour dire que cette loi, elle est admise, et c'est cette loi à l'époque, avec les lois de Kepler, qui, je ne rentre pas dans le détail, mais qui traduisent un petit peu toutes les trajectoires des objets célestes, qui vont servir à prédire justement ce que je disais, c'est-à-dire la trajectoire théorique d'Uranus. Et c'est avec cette trajectoire théorique qu'on peut évaluer derrière des écarts. Bon, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ces écarts, ils vont commencer à vraiment poser problème dans le monde scientifique. Il y en a plusieurs qui vont s'y intéresser, et notamment un qui s'appelle John Couch Adams, qui est au centre ici, et qui, à partir de 1820, il va commencer à se poser, enfin non, en 1840 plutôt, il va se poser des questions, alors qu'il est encore étudiant, sur ce problème, parce que c'est un vrai problème à l'époque, des écarts à la trajectoire d'Uranus. Et il va se poser ces questions-là. Et donc, quand vous vous posez ce genre de questions et que vous voulez résoudre un problème qui vient d'un écart entre ce qui est prédit et ce qui est observé, il y a 3 étapes. La première étape, c'est vous allez vérifier les calculs sur lesquels vous vous basez. Parce qu'en fait, Bouvard qui a fait ces tables-là, s'il faut, il s'est trompé dans ses calculs. Donc, la moindre des choses, c'est d'essayer de refaire les calculs pour voir si vraiment il y a une erreur ou si c'était juste une incohérence intrinsèque aux travaux de celui qui vous a précédé. Bon, il refait les calculs, il se rend compte que c'est bon, tout est corrélé à ce qui avait été observé, et donc il y a bien toujours ce problème de trajectoire. Deuxième étape, vous allez essayer d'interroger la méthode que vous avez utilisée pour faire ces calculs. Et là, la méthode, c'est quoi? C'est les lois de Newton. Et là, le truc, c'est que les lois de Newton, elles fonctionnent très bien depuis presque 2 siècles. Donc aller remettre en question les lois de Newton, c'est un peu osé, quoi. Mais il le fait quand même puisqu'il se dit qu'après tout, on est très loin du Soleil et que nous, tout ce qu'on étudie par ailleurs, c'est très proche du Soleil. Il se dit peut-être que loin du Soleil, les lois de Newton, elles ne fonctionnent pas de la même manière. C'est possible. Mais non, c'est pas ça. De toute façon, la communauté scientifique s'accorde pour dire que non, c'est pas une bonne piste.
les lois de Newton sont toujours valables, et donc reste ce problème. Et ensuite, la troisième étape, vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, ni dans votre méthode, donc le problème, il est où? Il est dans le réel. Il y a un truc dans le réel qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et qui fait qu'il y a cet écart à la trajectoire. Et là, les hypothèses sont nombreuses. Au début, ils se disent tous, parce qu'ils sont plusieurs à réfléchir là-dessus, c'est peut-être un satellite naturel, qui était un satellite d'Uranus qu'on n'a pas encore observé. Sauf que ça, c'est très vite rejeté comme hypothèse, parce qu'avec les milliers d'observations qui ont été faites depuis 1780, parce que là, on est quand même 60 ans plus tard, donc on l'aurait vu s'il y avait un satellite. Donc c'est pas ça. Peut-être qu'il y a une comète qui a tapé Uranus, et donc ça l'a dévié dans sa trajectoire. C'est pas possible, puisqu'en fait, on observe que ces variations à la trajectoire fluctuent. Et donc, s'il y avait une comète, ce serait d'un coup, changement, et puis il n'y aurait pas d'erreur avant, erreur après. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas une comète. Donc, en fait, la dernière possibilité, c'est qu'il y a un truc qu'on ne connaît pas, un objet céleste très gros, qui est quelque part dans l'espace et qui dévie la trajectoire d'Uranus puisqu'il l'attire. C'est ce que je disais avec les lois de Newton. Tous les objets s'attirent entre eux. Et donc, il y a un objet qui attire suffisamment Uranus pour le faire dévier de cette trajectoire théorique. Et là, tout le monde commence à discuter les uns entre les autres. Et puis, John Couch Adams, lui, dans son coin, il est encore étudiant à l'époque, et il se dit, je vais essayer de travailler sur cet objet potentiel. On va voir. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il suppose, on va supposer qu'il existe cet objet. Et il se dit, il serait où? Alors, il applique une loi qui s'appelle la loi de Titius-Bode, qui en gros explique comment sont répartis les gros corps célestes dans le système solaire. Et ça lui dit à peu près à quelle distance serait ce corps-là. Et ensuite, c'est simple, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tous les calculs en comptant ce corps-là, et il voit si ça colle avec ce qui est observé. Si ça colle pas tout à fait, il le met à une position un tout petit peu différente. Ah ok, maintenant ça colle? Non, ça colle toujours pas. Donc il essaye comme ça, par tâtonnement, et finalement il arrive à trouver, à un endroit du ciel, s'il met un corps céleste là, qui serait donc une planète, un gros corps céleste, dont il évalue la masse, ce serait suffisant pour que tout concorde et pour que on explique la déviation de la trajectoire d'Uranus. Bon. Il se trouve que le directeur de l'Observatoire de Paris, donc tout ça se passe en Grande-Bretagne. Et pendant ce temps, le directeur de l'Observatoire de Paris il se dit non mais attends, c'est vrai qu'il y a ce problème toujours d'Uranus, parce que tous ces travaux-là sont faits un petit peu plus ou moins dans le secret. Donc lui il dit moi j'aimerais bien qu'on travaille là-dessus. Sauf que John Couch Adams, il termine ses travaux en septembre 1845, et cette réflexion-là du directeur de l'Observatoire de Paris, c'est dans l'été 45. Et donc il va mandater un astronome qui s'appelle Le Verrier, et Le Verrier va se mettre à travailler sur ce problème-là. Il entend parler des travaux de Adams dans son coin, et donc ce qu'il va essayer de faire, c'est de refaire un peu pareil, de vérifier les calculs et de les faire à sa sauce. Et donc il y arrive, il va faire un premier congrès en novembre 1845 pour parler du problème d'Uranus à l'Académie des sciences, deuxième congrès en juin 1846 pour montrer qu'il a les premiers résultats qui sont vraiment viables. Et là, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, Adams, lui, il avait les résultats en septembre, et il est allé voir directement les directeurs de l'observatoire de Cambridge. Et là, c'est deux gars qui s'appellent Chalice et Airy, et eux, ils lui ont dit, il était jeune, Adams, à cette époque-là, donc lui, il arrive, bonjour, je crois que j'ai découvert une nouvelle planète. Ah ouais, cool, bon, Don, on va regarder. Et donc, en fait, les deux, ils ont dit qu'ils allaient regarder, et puis on vous recontactera quand on aura le temps, etc. Bon, donc ils laissent un peu ça de côté, mais par contre, ils entendent parler du congrès de Le Verrier à l'Académie des sciences, 9 mois après. Et là, ils disent, attends, t'as vu ce truc-là? C'est pas ça dont il nous avait parlé, le jeune là qui était venu nous voir la dernière fois? Ah ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas regardé trop son papier, etc. Et là, ça y est, ils se mettent à regarder les papiers d'Adams qu'il avait produits en son temps, et ils lisent, et ils se rendent compte qu'en fait, Adams avait prédit où était ce potentiel corps céleste. Ils vont commencer à essayer de fouiller le ciel à la recherche de ce corps céleste. Ils trouvent rien. Et ils trouvent rien parce que d'abord, ils se mettent à chercher dans la mauvaise partie du ciel. Ensuite, ils cherchent, mais pas avec la bonne focale. Donc en fait, c'est trop dézoomé et ils ne parviennent pas à bien repérer le corps en question. Et donc finalement, le temps passe. Et fin août, c'est Le Verrier qui arrive finalement à trouver une position très précise pour ce corps céleste, une masse et une trajectoire. Donc on peut la voir à n'importe quel moment. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a la compétition qui s'enclenche entre les deux pays, entre Grande-Bretagne et France, nos meilleurs amis toujours. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est que malheureusement, à l'Observatoire de Paris, il n'y a pas le matériel. Et donc, il va envoyer un courrier à Galleux qui est le directeur de l'Observatoire de Berlin. Et à Berlin, le 23 septembre, Galleux reçoit la lettre de Le Verrier avec toutes les données pour l'observation.
En 1 heure, il pointe le télescope, il trouve Neptune. Et il trouve ça. Voilà. Nouvelle planète. Et alors là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Parce que finalement, si vous voulez, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Le Verrier, il a fait que du calcul. À aucun moment, il s'est appuyé sur l'observation. D'habitude, la science, c'est on observe des trucs et on essaye de les expliquer. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à la base, le projet, c'était étudier la trajectoire d'Uranus. On n'a fait que des calculs sur un papier en essayant de développer les modèles, etc. Et puis finalement, paf, on pointe le télescope. Il y a quoi? Juste une planète. Voilà. Alors, c'est pas aussi impressionnant que Walpole qui trouvait les similarités entre les blasons des Capello et des Médicis. Mais quand même, c'est pas mal, quoi, une planète. On est d'accord? Bon. Et donc là, ce qui s'est passé, évidemment, pour la suite de l'histoire, alors ici, j'ai une petite citation quand même. C'est une citation donc d'Arago, le directeur de l'Observatoire de Paris, qui a dit « Monsieur Le Verrier a aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul regard vers le ciel. Il l'a vu au bout de sa plume. » Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça qui s'est passé. Et finalement, ensuite, par contre, il y a toutes les embrouilles relatives à la découverte. Donc, qui a la paternité de la découverte? Ça, c'est une bonne question, vous êtes d'accord, hein? Parce que là, pour le coup, dans cette histoire-là, il y en a quand même plusieurs, a priori. Donc, ce que fait Galleux, qui a pointé les télescopes, c'est qu'il dit à Le Verrier, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on l'appelle la planète Janus? Donc voilà, il trouve ce nom. Et Le Verrier, lui, il a peur que la paternité de la découverte lui échappe, si ce n'est pas lui qui donne le nom. Et donc il lui dit, non, 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 en fait, le bureau des longitudes a déjà statué sur la chose, ça s'appellera Neptune. Et il balance ça comme ça dans la panique. Sauf qu'après, Le Verrier, il sait qu'il a balancé un énorme bobard pour se donner du temps. Et donc là, il faut qu'il réfléchisse à un nom, lui, pour le coup. Et alors, vous souvenez tout à l'heure, Herschel, qui avait donné le nom de Uranus, qui voulait donner le nom d'Uranus en référence à son roi George II, c'est-à-dire quelqu'un qui tenait en haute estime, là c'est pareil. Le Verrier va vouloir donner, en référence à quelqu'un qui tient en haute estime, le nom Le Verrier. C'est pas mal, hein? Bon, alors, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas convaincu la communauté scientifique. Et finalement, en fait, tout le monde s'est plus ou moins accordé pour l'appeler Neptune, parce que c'était finalement la première intuition qui lui était venue, et donc c'était un bon coup du sort de l'appeler comme ça. Et puis ensuite, alors là, il y a toutes les embrouilles entre Grande-Bretagne et France. Dans les journaux, ça s'écharpe, parce que les Anglais estiment que Adams avait découvert avant, puisqu'il avait fini ses calculs avant. Tout le monde dit à Adams, mais non, mais vas-y, bats-toi, c'est toi normalement, etc. En France, c'est pareil, on met Le Verrier sur un piédestal. Et finalement, je vais vous dire, le seul qui est à peu près humble dans cette histoire, c'est Adams. Adams qui reconnaît volontiers qu'en fait, il n'a pas été assez persuasif quand il a présenté ses travaux à l'observatoire. Et oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, quand il cherchait Chalice et Airy, quand ils avaient essayé de chercher dans la mauvaise partie du ciel, puis ensuite dans la bonne, mais avec le mauvais télescope, en revoyant leurs images après, ils se sont rendus compte qu'ils sont passés plusieurs fois sur Neptune, sans l'identifier. Donc là, vous imaginez, les rois d'Angleterre, là, ils étaient un petit peu énervés quand même, hein. Ils leur ont dit, mais les gars, sérieux, d'abord, vous écoutez pas le genou, là, qui avait l'intuition, et en plus, vous faites vos observations n'importe comment. Donc voilà. Mais Adams, il se démonte pas, et il dit, je souligne ces dates, donc les dates auxquelles lui, il avait trouvé les bons résultats, simplement pour montrer que mes résultats ont été obtenus de façon indépendante et préalablement à la publication de ceux de M. Le Verrier, et non pas avec l'intention de nuire à ses justes revendications par rapport aux honneurs de la découverte, car il n'y a pas de doute que ces recherches ont été rendues publiques en premier et ont conduit à la découverte de la planète que le docteur Galleux, par le docteur Galleux. Les faits énoncés ci-dessus n'enlèvent rien au crédit de M. Le Verrier. Wow, fair play quand même, hein. Bon joueur Adams, hein. Franchement chapeau. Donc voilà. Et voilà, et donc ça c'est l'histoire de la découverte de Neptune, mais qui ne se termine pas tout à fait ici, parce que Le Verrier, vous avez vu qu'il avait un ego quand même, voilà, hein, pas mal. Et donc lui, il se dit, non mais je suis critiqué de partout là, les Anglais, je vais leur rabattre leur caquet. Et donc il s'est occupé d'un autre problème, le problème de l'orbite de Mercure. Parce qu'en fait, il y avait le même souci avec Mercure. Mercure déviait aussi de la trajectoire théorique. Et donc, c'est parti, branle-bas de combat, calcul, on essaye de trouver une nouvelle planète, on trouve le résultat. Il l'avait déjà nommé, il l'avait appelé Vulcain, la planète. Ensuite, il réunit tout un congrès d'astronomes qui vont pointer le télescope vers le ciel. Il pointe le télescope vers le ciel, et il n'y a rien. Eh oui, cher monsieur Le Verrier, on ne force pas la sérendipité. Et donc, effectivement, voilà, une parcelle de ciel vide, et donc voilà, Le Verrier a fini par se vouer à d'autres recherches en essayant d'oublier ce cuisant échec. Donc là, pareil, dans le monde scientifique et même des découvertes qui donnent derrière des progrès technologiques, il y en a énormément, il y aurait plein d'exemples à donner. Il y a l'exemple de un certain Goodyear,
Goodyear, qui travaillait sur le latex, qui un jour a posé un morceau de latex, sans faire exprès, sur son poêle à charbon, avec un peu de poudre de soufre dessus. Tout ça a pris feu. Il a paniqué, il a jeté par la fenêtre dans la neige, et le lendemain, il est allé voir, et il a vu du caoutchouc. Du caoutchouc, un matériau ultra pratique parce que résistant à l'abrasion, très peu sensible aux contraintes thermiques, mécaniques et électriques. Et donc c'est devenu le caoutchouc qu'on connaît aujourd'hui. Et ça s'appelle la vulcanisation du caoutchouc, le processus pour transformer le latex en, par exemple, des pneus. Et donc Goodyear est resté célèbre pour ça. Ensuite, autre exemple, vous avez un certain Percy Spencer dans une entreprise de radar qui s'appelle Raydon aux États-Unis en 1945. Il était dans l'usine, voilà, il se baladait. Et puis, dans un radar, il y a ce qu'on appelle un magnétron, qui est un composant du radar qui envoie des micro-ondes. Et donc, Percy Spencer, il se baladait comme ça, et puis c'était l'heure du goûter. Donc, il attrape la barre chocolatée qu'il avait dans sa poche, et il se rend compte que la barre a fondu. Il se retourne, il voit qu'il vient de passer devant un magnétron. Et c'est là qu'il se rend compte que, potentiellement, les micro-ondes pourraient donc cuire. Et c'est la naissance du four à micro-ondes. Voilà. Et c'est resté, pour ça, encore une fois, quand même, découverte assez fortuite. Et dernier petit exemple pour la route, Alexander Fleming qui découvre donc la pénicilline, donc la base des futurs derrière antibiotiques. Alors pour l'anecdote, il redécouvre la pénicilline parce que ça avait été déjà traité par un autre chercheur qui s'appelait Ernest Duchesne dans une thèse de doctorat qu'il avait découvert 30 ans avant. Mais c'est Fleming qui est resté à la postérité parce que c'est lui qui a vraiment fait tout le travail derrière. Alors, comment est-ce qu'il a découvert ça ? Fleming, c'était un chercheur brillant mais très peu organisé. Un jour, il est parti en vacances et il a laissé des boîtes de pétri avec des champignons, des staphylocoques qu'il était en train d'étudier. Il revient de vacances, il voit que tout a été contaminé, que c'est le bazar, etc. Il met tout ça dans du désinfectant. Et puis, quand il revient plus tard, il se rend compte que tout n'a pas été immergé dans le désinfectant. Et les parties émergées, il y a certaines zones où il n'y a pas de bactéries. Et donc, en fait, il se rend compte que s'il n'y a pas de bactéries, c'est qu'il y a un des champignons qu'il y a dans cette zone qui tue les bactéries. Et donc, ce champignon, c'est celui qui a servi de base derrière à la fameuse pénicilline. Bon, très bien. Alors, on a eu pas mal d'exemples, mais maintenant, la question qui est légitime de se poser, c'est, très bien, ok, la sérendipité, on a compris, ça permet de faire des découvertes et tout ça, mais finalement, quel est le socle commun, le point commun de tous ces chercheurs qui sont parvenus à faire des découvertes par sérendipité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une recette de la sérendipité? Parce qu'on voit globalement que la sérendipité est un des ingrédients d'une grande découverte, mais quels sont les ingrédients de cette attitude que pourrait être une attitude propice à la sérendipité? Quand on s'intéresse aux ingrédients, il y a deux phases en fait dans une découverte par sérendipité. D'abord, créer les conditions d'apparition de cette découverte, et ensuite, la reconnaître. Alors la reconnaître, ça paraît un peu bateau, parce que effectivement, quand on a une découverte sous les yeux, a priori, on la reconnaît, mais on va voir ensuite que c'est pas si évident. Alors, créer les conditions d'apparition d'une découverte par sérendipité. Alors là, je vous propose un petit triangle qui résume un petit peu les trois axes qui sont nécessaires, trois ingrédients à réunir pour qu'un chercheur fasse une découverte par sérendipité. Le premier axe, c'est devoir. Devoir, parce qu'un chercheur doit avoir à la base un plan, une recherche en cours qui va le mener quelque part. Il faut bien sélectionner une direction. Et dans cette direction qu'il aura choisie, il a le devoir de faire les choses avec rigueur, selon les protocoles scientifiques adéquats, parce que sinon, la découverte sera de toute façon pas reconnue à la fin. Il faut que la méthode scientifique, c'est quelque chose d'important, et donc on doit s'assurer de la respecter à toute étape du processus. Donc c'est ce devoir-là de rigueur scientifique, d'aller dans une direction, et puis en plus, d'un point de vue économique, un chercheur, il est financé, donc il a théoriquement une recherche précise, un sujet précis à faire avancer. Ensuite, il y a le pouvoir. Le chercheur, il ne doit pas rester dans sa démarche de recherche un peu bête et méchante, algorithmique, et il doit pouvoir. C'est-à-dire, pouvoir, c'est avoir une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand il va cheminer vers cette découverte, il va être en relation avec d'autres chercheurs qui vont peut-être lui faire prendre du recul, le faire sortir un peu la tête du guidon, il va apercevoir des choses sur le bord du chemin. Et il faut qu'il soit suffisamment détaché de son objet d'étude pour pouvoir les voir, ces petits indices qui lui font dire « peut-être qu'il y a un chemin de traverse qui serait intéressant à prendre ». Alors évidemment, il ne peut pas prendre tous les chemins de traverse parce que voilà, sa mission elle reste valable et donc s'il commence à aller tout explorer, il ne s'en sort pas. Mais ce pouvoir-là, c'est important pour arriver à voir les choses sous un angle un petit peu différent. Et ensuite, le troisième pilier, c'est le sentir. Sentir le bon chemin de traverse. Le moment
où il y a l'intuition qui fait dire que ce truc-là, c'est trop intriguant, il y a quelque chose de pas clair. Par exemple, Uranus qui sort de sa trajectoire, c'est pas juste une incohérence de mesure, il y a quelque chose derrière. Et donc ce sentir-là, il est hyper important pour parvenir à faire des découvertes par sérendipité. Bon, voilà, donc 3 axes. Et puis, deuxième critère, reconnaître la découverte une fois qu'on l'a faite. Alors ce que je disais, c'est que ça paraît élémentaire, dit comme ça. Hein. Bon, ok, une fois qu'on a Neptune sous les yeux, très bien, c'est bon quoi. Une fois qu'on est face aux peintures de Lascaux, bon, pour dire ah non, ok, je referme tout, je rebouche et puis je m'en vais. Bon, quand même, a priori, personne ne fait ça. Bah si, il y en a un qui fait ça. C'est lui. Et ouais, lui, il faut toujours de toute façon qu'il soit un peu à part. Hein. Donc figurez-vous qu'Einstein, il a fait ça. Bon, pour raconter cette petite histoire, on va repartir de là où on s'était arrêté finalement. La déception de Monsieur Le Verrier, face à un ciel vide où il voulait observer la planète Vulcain. Alors, parce que c'est vrai, a priori, il y avait un problème au niveau de l'orbite, donc c'était légitime de penser que c'était la même explication, donc il y avait une autre planète qui déviait Mercure. Sauf qu'en fait, non. En fait, ces déviations de l'orbite de Mercure, elles sont dues à autre chose. Elles sont dues au fait que la théorie de Newton de la gravitation est insuffisante. Et qui c'est qui va arriver pour proposer une alternative, l'étape d'après de la théorie de la gravitation par Newton? Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité générale de 1906, qui va élaborer de 1906 à 1910. Et donc, cette théorie de la relativité générale, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, la force de gravitation, ce n'est pas juste les objets qui s'attirent entre eux. En fait, c'est l'espace-temps, c'est les masses qui déforment l'espace-temps. Pour avoir une analogie, vous prenez une nappe que vous tendez, là, imaginez, au-dessus du sol, vous posez une boule de pétanque, par exemple, sur cette nappe, la nappe va se creuser. Et si vous lancez avec une vitesse initiale, une balle de ping-pong autour dans la zone qui est penchée, hein, vous voyez que la balle de ping-pong va tourner autour de la boule de pétanque. Alors évidemment, l'analogie s'arrête là, parce qu'après, vous avez la balle de ping-pong qui va rentrer en contact avec la boule de pétanque, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu comme ça que ça marche dans l'espace. L'espace-temps est courbé, et donc vous avez ces interactions gravitationnelles, les objets qui s'attirent parce qu'il y a des pentes finalement qui les attirent les uns vers les autres. Et donc ça, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui d'ailleurs est fondamentale parce que sans elle, on n'aurait aucun GPS qui fonctionne, puisque toutes les positions par GPS sont basées sur des calculs qui passent par la théorie de la relativité générale. Et nous, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est que quand Einstein élabore cette théorie de la relativité générale, il y a une des équations sur lesquelles il va tomber et qu'il va utiliser, qui est celle-ci. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur des équations. Alors, celle-là, il faut en avoir peur. Voilà. Celle-là, je vous préviens, elle est très méchante. Mais nous, grosso modo, on n'a pas besoin de la décrypter dans le détail. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'en gros, ce que dit cette équation, c'est que l'univers est en expansion. Bon, a priori, découverte plutôt intéressante. Hein. Pas autant que, toujours pareil, le bladon entre des Médicis et des Capello, là, mais quand même pas mal. Ouais, le comique de répétition, ça marche des fois. Hein. Et donc, effectivement, cette équation, elle est intéressante. Et on peut se dire que Einstein avait une découverte de plus à mettre à son arc, en plus d'avoir élaboré ce modèle de relativité générale. Eh bien, c'est pas si simple. Mais avant ça, petit retour en arrière. J'en ai parlé un petit peu la dernière fois pour ceux qui étaient là, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est en expansion, en fait? En fait, ça veut dire que, je vais aller assez vite, parce que, encore une fois, j'en avais parlé, mais pour ne pas faire redite pour ceux qui étaient là la dernière fois, mais si vous voulez, le point de départ, aujourd'hui, on sait, avec notre compréhension actuelle, Einstein ne le savait pas à l'époque, que tout part du Big Bang. Et ensuite, l'univers, d'abord, il y a eu la période qu'on appelle la grande inflation, et ensuite, cette expansion a continué, et c'est comme, si vous voulez, un gâteau aux pépites qui gonflerait au four. Les pépites, c'est vos planètes, vos galaxies, etc. Et donc, en fait, votre gâteau, au fur et à mesure qu'il grandit, vos pépites s'éloignent les unes des autres. C'est exactement ce qui se passe à l'échelle de l'univers. Sauf que le problème, parce qu'il y a un mais, et le mais, c'est quoi? C'est que Einstein n'était pas du tout d'accord avec cette idée. Parce que Einstein, lui, sa conception de l'univers, c'était que l'univers était stationnaire. C'est-à-dire qu'il avait toujours été là, et il serait toujours là, et il ne bouge pas, et les planètes sont toujours à égale distance les unes des autres. Point barre. Donc en fait, Einstein, il fait une découverte par sérendipité, puisque ce n'était pas du tout ce qu'il cherchait, il voulait juste... Bon, après, il révolutionne quand même par la relativité générale la compréhension qu'on a de la gravitation, mais il ne cherchait pas à trouver cette expansion de l'univers. D'ailleurs, il cherchait plutôt à ne pas trouver cette expansion de l'univers, puisque lui, il n'était pas du tout d'accord avec. À l'époque, il y avait certains scientifiques qui la défendaient, mais lui,
Il défendait complètement que non, l'univers était stationnaire, point. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui-même truquer sa propre équation. Voilà, il va rajouter ça là, ce lambda là. Ce lambda, c'est une constante cosmologique. Et en gros, c'est une constante. Et il dit, bon ben, ok, mon équation a dit l'univers est en expansion. Ben moi, je rajoute un truc qui fait exactement la même expansion dans l'autre sens. Et comme ça, ça bouge plus. Voilà. Voilà, ça c'est l'idée d'Einstein. Et donc, voilà, vous voyez que tout le monde ne reconnaît pas les découvertes quand il en fait. Quand vous êtes tellement persuadé que votre vision des choses est la bonne, ben même quand vous êtes un génie et que vous trouvez ça par équation, vous pouvez fermer les yeux dessus. Et Albert Einstein, c'est ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il a dit que c'était pour lui la plus grosse erreur de sa carrière, cette constante cosmologique. Et alors même la plus grande erreur de la carrière d'Einstein, quand même, elle a servi plus tard parce qu'il avait quand même calculé du coup la vitesse d'expansion de l'univers, puisqu'en fait il a dit qu'il fallait la mettre en sens inverse. Donc ça a été derrière réutilisé par plusieurs autres travaux, donc même une erreur pour Einstein finalement, voilà, ça sert quand même plus tard. Ok, donc on a compris, très bien, on a compris quelle était la recette plus ou moins de la sérendipité. Donc on a vu, effectivement, il faut d'abord créer les conditions d'apparition avec une attitude qui passe par 3 piliers, devoir, pouvoir, sentir. Et puis, deuxième critère, reconnaître la sérendipité quand elle se présente, donc ne pas faire comme Einstein. Ok. Mais là, ce que vous avez envie de me dire, c'est « Ah ouais, alors c'est très gentil tout ça, c'est très gentil, mais nous, on n'est pas chercheurs, jusqu'à preuve du contraire. » Donc en fait, c'est très bien tout ce que tu dis là, mais en fait, ça nous intéresse très peu dans nos vies quotidiennes, globalement. Là, à ce stade-là, si jamais, en sortant de la conférence, vous croisez quelqu'un qui vous dit « Alors, comment c'était ?» Bah écoute, c'était bien, il y avait plein d'histoires, d'anecdotes, certaines marrantes. Il a même donné la recette de la sérendipité. Et du coup, toi, tu l'utilises comment, cette recette, dans ta vie? Et ouais, c'est un peu ça le problème. Donc, on va essayer de faire en sorte que quand même, on ne s'arrête pas là et que cette recette, elle serve à quelque chose. Et en fait, finalement, c'est pas si dur pour la bonne et simple raison que nous sommes toutes et tous des chercheurs, à notre manière. Finalement, nous sommes tous des chercheurs parce que nous travaillons dans un laboratoire qui s'appelle la vie. Nous faisons tout un ensemble d'expériences qui sont les péripéties qui nous arrivent les uns et les autres. Et puis, nous avons un objet d'étude, cet objet sur lequel on va essayer d'en apprendre un peu plus chaque jour, qui est nous. Et donc, une fois que je vous ai dit ça, normalement, vous comprenez le lien avec la sérendipité et vous avez peut-être des idées de concepts plus ou moins philosophiques qui sont parfois trouvés au moment où on ne les cherchait pas. Des idées? Ça vous parle? Et ouais, c'est vrai que quand on parle de sérendipité, on parle de quelque chose qu'on trouve au moment où on le cherche le moins. Et je viens de dire que nous étions toutes et tous des chercheurs et que notre démarche de recherche, finalement, alors, suivant les étapes de la vie, elle peut être sur l'un, sur l'autre. Alors là, j'ai pris ces deux-là. Après, évidemment, il y a des choses qu'on trouve quand on ne cherche pas, qui sont aussi la maladie, etc. Mais vous conviendrez que c'est quand même plus gai de parler de ça. Donc, nous resterons sur le bonheur et l'amour. Alors, maintenant, voyons un petit peu voir. Le bonheur, si on commence par le bonheur, quand on regarde un petit peu toutes les conceptions philosophiques du bonheur, parce que vous imaginez bien que c'est un sujet qui a été abordé en long, en large, en travers par les philosophes de toutes les époques, et vous en avez plein, plus ou moins optimistes. Vous avez par exemple Alain qui nous dit que le bonheur passe par l'activité. Vous avez les stoïciens, alors les grands philosophes grecs, qui disaient que le bonheur c'était réduire au maximum ses désirs pour se limiter aux désirs essentiels, et comme ça on limitait le nombre de désirs non assouvis, et c'était ça qui entravait finalement notre bonheur. Ça, c'était la définition stoïcienne. Ensuite, vous avez les cyrénaïques, pareil, dans la Grèce antique, qui disaient que le bonheur, c'était juste de jouir le plus possible de tous les plaisirs de la vie. Et puis, vous avez des gens un peu plus pessimistes, un certain Schopenhauer, qui disait que la vie était un balancier qui oscillait du malheur à l'ennui. Et donc, en fait, le bonheur, c'était juste le moment où on quitte le malheur pour aller à l'ennui. Super, hein. Schopenhauer, il est génial, franchement. Donc voilà, donc finalement, le bonheur... Donc il y a toutes ces conceptions-là qui préexistent. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de toutes les regarder un petit peu, tout ensemble, de faire des liens entre les unes et les autres, et d'essayer de repérer les ingrédients, pareil, les fleuves à la confluence desquels se trouvait ce bonheur, les axes qui convergent vers ce bonheur. On pourrait multiplier comme ça les locutions pour en parler. Et donc, je suis arrivé à 3 ingrédients, alors qui sont discutables bien sûr, mais qui se retrouvent un peu
dans toutes les conceptions du bonheur qui ont été faites par les philosophes un peu à toutes époques. Il y a un premier pilier qui est le nécessaire. La base du bonheur, le premier pilier, c'est quelque chose d'objectif. C'est la satisfaction des désirs des uns et des autres, des désirs fondamentaux, des désirs primaires, donc manger, dormir, etc. Et puis des désirs secondaires, la pente de chacun, qui doit être plus ou moins satisfaite. Après, là, c'est à chacun de décider. Mais ça va être le premier pilier du bonheur. Le deuxième pilier, ça va être l'équilibré. L'équilibré, ça va davantage être la justesse, l'atmosphère dans laquelle vous évoluez. À quel point est-ce que vous vous sentez aligné avec cette atmosphère, ce contexte dans lequel vous baignez. Et finalement, est-ce que c'est aussi l'équilibré qui va vous dire quels sont les désirs que vous sélectionnez comme étant des désirs essentiels et les désirs qui sont juste des désirs qui créent du malheur pour rien. Et donc cet équilibré, ça va être un petit peu le liant entre les deux autres piliers, le dernier étant le contingent. Le contingent, par définition, c'est ce qui peut arriver ou ne pas arriver. En fait, le contingent, c'est ce petit instant insaisissable, ce truc un peu volatile qui fait qu'il y a certaines secondes dont vous aimeriez qu'elles durent éternellement. Ça, c'est ce que j'ai appelé le contingent. Et finalement, pour donner une petite métaphore de ces trois piliers du bonheur, c'est un peu comme un feu qu'on voudrait allumer. Vous savez peut-être que pour allumer un feu, il faut 3 ingrédients. Il faut du combustible, donc du bois sec, du comburant, de l'air, et une étincelle. Et vous avez ici les 3 piliers. Le nécessaire, c'est mon bois sec. C'est finalement ce qui va me servir de base pour construire derrière ce qui va servir à accéder au bonheur. Si mes désirs de base ne sont pas assouvis, il est impossible que je puisse ne serait-ce que songer à cette quête du bonheur. Ensuite, vous avez l'équilibré, l'air dans lequel le feu va vraiment prendre et cette flamme le ciel dans lequel cette flamme va s'élever. Et donc ça, c'est l'air, le comburant, l'équilibré, c'est-à-dire toute l'atmosphère qui va faire en sorte que, au jour le jour, ça va prendre et que vos désirs vont se prolonger dans quelque chose avec des interactions sociales, avec finalement des événements qui vont arriver de façon plus ou moins fortuite et sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour évoluer vers la dernière étape, l'étincelle, le contingent, ce qui peut ou ne pas arriver. Et là, c'est pour le coup, c'est ce sur quoi il est difficile de mettre des mots sur ce contingent. Et on a avec ça cette flamme qui s'allume. Et finalement, l'amour, j'en ai parlé tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas un peu la même chose? Est-ce qu'on ne retrouverait pas plus ou moins ces 3 piliers? Le nécessaire, une compatibilité minimum entre 2 êtres, avec des critères qui sont plus ou moins conscients pour chacun, qu'on aura soit pensé savamment, soit qu'on aura comme ça hérité de nos expériences de vie, etc. Donc ça, ce serait davantage le nécessaire. Ensuite, il y aurait tout l'irrationnel, tout le subjectif, cette partie-là qui fait que des fois, il y a plus ou moins d'alchimie, que les projets convergent, que les chemins s'enchevêtrent pour aller créer des souvenirs communs, etc. Ça, ce serait plutôt l'équilibré. Et puis le dernier pilier qui serait toujours pareil, ce sur quoi il est impossible de mettre des mots, sur le contingent, et ce qui fait finalement, pour un peu filer ma métaphore, que vous allez avoir la différence entre un simple tas de bois qui gît au soleil et puis un brasier ardent, quoi. Voilà. Bon, finalement, ces 3 piliers, nécessaire, équilibré, contingent, qui visiblement quand même ont quelque chose à voir avec ce qu'on appelle le bonheur et ce qu'on appelle l'amour, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec ce qu'on a vu avant? Ça ne vous fait pas penser à autre chose? Ce qu'on a vu tout à l'heure avec devoir, pouvoir, sentir. Finalement, c'est un peu la base. Et il se pourrait bien que cette quête du bonheur, cette quête de l'amour, quand elle a lieu, ressemble un petit peu à ce que vivrait un chercheur en faisant une découverte par sérendipité. Et que l'attitude qu'il faille adopter pour se rapprocher de l'un et de l'autre soit proche de l'attitude qu'un chercheur doit adopter quand il cherche à faire une découverte par sérendipité. Oui, le devoir, vous avez le devoir de satisfaire les besoins pour donner l'orientation que vous souhaitez à votre vie, avec les pentes qui sont les vôtres, etc. Ensuite, le pouvoir, ça va être avec cette impulsion initiale que sont ces besoins que vous satisfaites, excusez-moi. Ce pouvoir, ça va être qu'est-ce que vous faites avec les circonstances imprévues. C'est comme une bille que vous jetteriez dans un flipper, elle a une trajectoire initiale, mais ensuite elle rencontre plein d'obstacles, d'opportunités, etc. Et donc, quelle relation sociale vous pouvez tisser et vous choisissez de tisser pour arriver à construire l'atmosphère le plus équilibrée possible. Ça, c'est le pouvoir. Et ensuite, le sentir, c'est l'étincelle, comme je disais tout à l'heure. C'est l'étincelle qui va nous faire cheminer vers ces 2 concepts philosophiques que sont bonheur et amour. Et a priori, bonheur et amour, ce n'est pas hyper immédiat de les lier comme ça. C'est 2 concepts qui ont fait l'objet de traitements différents, notamment en philosophie, avec chacun son traitement, chacun les arrière-plans théoriques
qui arrivaient à pouvoir se faire une bonne idée de comment est-ce que ces concepts évoluaient, mais ils sont tous les deux en quelque sorte réunis par la sérendipité. Parce que finalement, c'est souvent en cherchant l'un que l'on trouve l'autre, et en cherchant l'autre que l'on trouve l'un. Et donc ces deux concepts sont finalement bien plus intriqués qu'il n'y paraît. Voilà, donc c'est un peu, j'arrive à la fin de ce que j'avais à vous dire pour ce soir, mais finalement, si je devais résumer en 2 mots tout ce qu'on s'est dit ce soir, avec donc tous ces exemples de sérendipité, avec ces distinctions entre devoir, pouvoir, sentir, et puis le nécessaire, l'équilibré, le contingent, qui sont donc des attitudes qui permettent de faire émerger de la sérendipité en sciences comme dans nos vies respectives. S'il y avait 2 mots pour résumer tout ça, ce seraient ces 2-là. Pourquoi pas? On en a tous des pourquoi pas dans nos vies. Et j'ai parlé tout à l'heure des chemins de traverse qu'un scientifique voyait de part et d'autre de son chemin de recherche quand il cheminait vers là où il devait aller, vers son objectif a priori annoncé, son plan déterminé. En fait, chacun de ces chemins de traverse, nous, on en rencontre tout le temps dans notre vie, ça s'appelle des pourquoi pas. Et des pourquoi pas, il y en a plusieurs types. Il y a des pourquoi pas auxquels vous trouvez une réponse rationnelle de suite. Pourquoi ne ferais-je pas ça? Et finalement, vous avez une réponse qui vous vient parce que c'est idiot, parce que ça ne va rien m'apporter, etc. Mais parfois, vous avez des pourquoi pas qui restent sans réponse. Et alors, si j'avais une dernière chose à suggérer, ce serait qu'il se pourrait bien que derrière des pourquoi pas sans réponse, à l'instar du bonheur, de l'amour, de toutes ces cherchailles que l'on n'a pas trouvées, se cachent les trouvailles que l'on n'a pas cherchées. Merci, c'était la sérendipité.